Bonsoir à tous et bienvenue sur Auteur en live. Donc ce soir c'est Nicolas que nous allons écouter et du coup Nicolas je te laisse te présenter. Eh ben bonsoir tout le monde. Donc je m'appelle Nicolas Neys ou Nice parce que c'est c'est un nom de famille assez court, il n'y a que 3 lettres, hein. Une consonance flamande, mais voilà, je suis un auteur belge, donc on a la chance d'avoir 3 langues nationales, ce qui permet d'avoir 3 prononciations de mon nom qui sont complètement différentes. Mais voilà, pour les francophones, c'est Nicolas Nice. Je suis auteur, j'ai 32 ans aujourd'hui, c'est mon anniversaire, donc je suis content de passer en live ce jour d'anniversaire. Je suis donc pas auteur en tant qu'activité principale, puisque je suis dans ce qu'on appelle en Belgique le SPF Justice, donc le Service Public Fédéral Justice, dans la direction de l'infrastructure. Donc je suis dans l'ordre judiciaire, si vous voulez, dans mon pays. Et j'habite une petite ville qui s'appelle Amay, A-M-A-Y, dans la province de Liège, en Wallonie, en Belgique. Voilà. D'accord. Et du coup depuis combien de temps écris-tu? Ça dépend de. Enfin, si on reprend vraiment l'origine de mon envie d'écrire, j'avais 13 ans. Donc c'était en deuxième secondaire. Je pense qu'en France, c'est l'inverse, donc c'est l'équivalent à la 5e peut-être pour vous. Enfin, j'avais 13 ans. Maintenant, voilà, c'était des petites histoires qui est étonnamment que j'écris toujours avec des aventures qui se ressemblaient un petit peu à ce on pourrait ressembler. Enfin, on pourrait ressembler ça à X-Files. En fait, c'était deux inspecteurs de police qui enquêtaient sur des phénomènes paranormaux. Bon, évidemment, à 13 ans, je n'écris plus comme à 32 aujourd'hui. Donc, c'est plus les mêmes histoires, c'est plus les mêmes fonctions. Des fois, je reprends d'anciennes histoires que je remets à l'ordre, au goût du jour de mon écriture aujourd'hui, mais voilà, c'est à peu près à cet âge-là. Maintenant, les histoires que je publie, ça a commencé un petit peu plus vers 2017, quelque chose comme ça, oui. Et du coup qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire? Mais je pense que c'est le monde qui m'entoure. L'inspiration vient, comme je le disais à ma compagne tout à l'heure, je regarde un film, j'ai 5 idées. Bon, maintenant, ça ne veut pas dire qu'il y a 5 idées qui vont devenir des livres ou des romans, mais voilà, je lis un autre roman, j'ai 10 idées, donc c'est l'inspiration que les autres artistes donnent, et puis aussi des fois c'est simplement l'actualité qui peut aussi m'orienter sur une idée que je réalise, que j'ai écrit, et puis qui peut me permettre de faire des petites digressions, changer de direction, ou des fois même relancer des projets dont j'arrivais à peu près à la moitié, et puis je ne voyais plus très bien où je voulais aller. Et puis un fait d'actualité me fait revenir sur un ancien texte, et puis je reviens dessus. Et voilà, je reste ouvert absolument à tout, au contact de tout, et je pense que il n'y a pas d'élément précis, c'est tout ce qui m'entoure en fait qui m'inspire. Voilà. Et du coup tu es en maison d'édition si je ne me trompe pas, et du coup pourquoi avoir fait ce choix? En fait, je suis en maison d'édition, oui et non. C'est un peu compliqué. Au départ, je suis, comment dirais-je, je suis donc un auteur qui s'auto-édite, donc un auteur indépendant. J'ai sorti donc le livre pour lequel on discute maintenant, qui est Sky Girl, les premiers pas d'une héroïne, qui à la base, il faut savoir, était pas du tout destiné à devenir un roman, puisque c'était lorsqu'on était en Belgique, et je pense que c'est à peu près la même chose aussi en France, en confinement général, pandémie, j'en ai profité pour suivre des formations en ligne sur la création de scénarios. Et j'ai fait mon examen final de cette formation sur le premier épisode de ce qui est maintenant ce roman. J'ai eu la certification, donc ce n'était pas si mauvais que ça. Et puis, parallèlement à ça, donc j'avais sorti un livre de contes qui s'intitule Les Contes de la sorcière rose, qui décollait pas mal aussi, toujours en auto-édition, et qui lui aussi avait été repéré par une maison d'édition, Fox Édition pour ne pas la citer. Et puis ma compagne m'a dit, mais tu as bien vu, ça marche super bien pour ton livre de contes, les histoires qui vont suivre derrière. Pourquoi tu ne transformes pas ton idée de série TV en
en un livre aussi, et c'est ce que j'ai fait, et ça a donné Skygirl, les premiers pas d'une héroïne, que j'ai distribué au même titre que les Contes de la Sorcière Rose. Et c'est une autre maison d'édition en Belgique qui s'appelle les éditions Le Groomf, qui a découvert donc mon livre, enfin l'éditeur a découvert mon livre en allant dans une librairie que je cite avec beaucoup de tristesse, que je la cite parce qu'elle s'appelle La Dérive en Belgique. Ça se trouvait, ah oui, c'est pour ça que je suis triste, ça n'existe plus. C'était une institution qui est, comme beaucoup d'autres, qui est tombée en faillite à cause de la pandémie et du confinement. Et voilà, donc pour moi, La Dérive, je fais un coucou à tous ceux qui travaillaient, qui travaillent, qui ont encore La Dérive dans leur cœur. Je leur dis voilà, c'est grâce à La Dérive que l'éditeur de Groomf Édition a acheté mon roman, m'a contacté via les réseaux sociaux. On a discuté longuement sur ce que je voulais en faire de cette histoire, des suites à apporter. Je lui ai expliqué tout mon projet et il m'a dit bah, banco, on y va. On va republier donc Skygirl, les premiers pas d'une héroïne dans cette édition, donc ils appellent le Groomf Édition. Voilà, à Wans, en Belgique. Et du coup, bah, je te laisse nous présenter ton roman, donc Skygirl, les premiers pas d'une héroïne. Eh bien, en fait, donc c'est un livre de super-héroïne. Donc super-héros, je pars du principe que je n'ai pas inventé la poudre. C'est-à-dire que le super-héros, la super-héroïne que je présente, bah voilà, on a vu Batman, on a vu Superman, Wonder Woman. Je n'ai rien inventé sur les super-pouvoirs. Les super-pouvoirs sont en tant que tels. Moi, la manière dont j'ai voulu aborder cette histoire, c'est du point de vue des gens qui l'entourent. Je me suis posé la question, mais finalement, chaque livre, chaque film, chaque histoire qui se tourne autour d'un super-héros, on suit le super-héros. C'est très bien, hein, dans mon livre aussi, à un moment donné, on suit la super-héroïne, la petite fille, mais on ne se pose jamais la question, on se place très rarement dans le point de vue des personnes normales, entre guillemets, vous, moi, le premier venu, des gens lambda, qui se retrouvent à être confrontés à un événement extraordinaire qui est l'arrivée d'un vaisseau spatial contenant une petite fille au super pouvoir. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on gère ça? Alors on appelle les autorités, on n'appelle pas les autorités. Si on n'appelle pas les autorités, je spoil un peu, ils n'appellent pas les autorités, sinon mon livre ne ferait que 4 pages et c'est fini. Mais voilà, ils n'appellent pas les autorités, donc ça donne la nécessité de mettre sur place des éléments. Ça veut dire il faut donner une identité à cette personne, justifier comment elle est arrivée, lui trouver des papiers. Justifier sa présence de toutes les manières différentes. Et puis en plus, bah, rien ne dit qu'elle parle la langue, elle ne parle pas la langue, donc il faut lui habituer à la langue, l'habituer à la vie terrestre. Donc c'est tout un petit cheminement comme ça que je me suis fait. Et qui est un petit peu au centre du livre. C'est pour ça que le livre, dans la version où il est sorti actuellement, je ne sais pas comment il va apparaître dans la version de Groomf édition, mais dans la version actuelle où il est sorti, le livre fait 193 pages. C'est à la plus de 100 pages que l'héroïne apparaît dans un pseudo costume d'héroïne pour combattre le super vilain, parce que évidemment ça reste un livre de super héros. Donc sur le côté il y a un super vilain aussi qui est développé, qui a son arc narratif très développé aussi. Et voilà, le livre est légèrement futuriste, justement pour justifier la technologie qui aujourd'hui est un peu comment dirais-je, est une technologie qui est, on est sur le point d'y arriver, tout ce qui est un petit peu la robotique et tout ça. Mais voilà, j'ai placé ça quelques années plus loin pour que les gens puissent à la fois se retrouver dans notre époque, parce que tout existe dans notre époque, et puis ne soient pas étonnés de ce qui se passe un petit peu dans le futur. Ça reste quand même de la science-fiction, mais que j'essaye d'ancrer au mieux dans une certaine réalité. De base, mon diplôme à la base, c'est assistant social. Donc du coup, pour moi, les gens sont très importants et c'était important de voir les choses à leur niveau et de leur point de vue. D'accord. Et du coup, est-ce que tu as des projets pour 2022? Des projets pour 2022, oui, j'en ai pas mal. Bah déjà, comme je l'ai expliqué dans
Dans les super-héros, il y a déjà la reprise par Grumpf, donc ça va prendre tout un travail de remise en ordre au niveau de l'édition. Et puis, voilà, le succès qu'il y a eu à mon échelle, évidemment, hein, je n'ai pas vendu des millions d'exemplaires, ce serait dommage, ce serait trop fort, mais je veux dire, voilà, le succès que j'ai eu à mon échelle me pousse à faire une suite, donc il y a eu des suites qui ont été faites. J'ai un petit peu expliqué que je voulais aussi que cette super-héroïne-là découle d'autres super-héros pour faire un petit peu un mini-univers partagé. Alors, loin de moi, envie de me comparer aux Avengers ou à DC Comics, c'est un autre point de vue que je voulais développer. Et effectivement, voilà, j'ai expliqué tout ça à l'éditeur. Quel type de super-héros je voulais, vraiment ancré dans une réalité de notre société, qui joue aussi sur l'actualité, puisque je ne cache pas que cette période pandémique donne aussi de l'imagination à pouvoir ajouter. Donc ça permet de mettre des petites touches comme ça, de situer un petit peu l'histoire aussi, et puis de se rendre compte que, alors je ne vais pas spoiler en disant qu'un des super-héros est malade de la Covid ou d'une maladie similaire, mais je veux dire, voilà, ça permet quand même aux gens de se rendre compte qu'il y a deux points de vue, parce que voilà, je ne fais pas ici le débat de la Covid, hein, très loin de faire le débat de la Covid, mais on voit quand même qu'il y a des extrêmes, il y a les vax et les anti-vax, et ça peut amener à des extrêmes, voilà, il y a plus de degrés au milieu, et moi j'ai essayé de ramener un petit peu le degré au milieu, et puis montrer aussi un petit peu les clivages, donc voilà, c'est pas dans toutes les histoires, hein, ce n'est pas le principe, mais disons que voilà, on parle d'une pandémie passée, d'une pandémie cyclique qui revient, un petit peu comme la grippe, et c'est vrai que j'essaye d'ancrer ça pour que le lecteur se dise, mais finalement, oui, on peut comprendre ce que ces personnages-là ressentent, parce que c'est ce qu'on ressent maintenant. Voilà, j'essaye d'ancrer le plus possible dans une réalité, tout en mettant voilà des super-héros en avant. Tous n'ont pas des super pouvoirs, donc ils ont des technologies parfois qui les aident, puisque je vous dis c'est légèrement futuriste, donc voilà, donc les projets sont à ce niveau-là. Et puis toujours, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai des petits livres de contes qui deviennent aussi, qui ont des suites, qui eux deviennent vraiment des romans. Donc j'ai écrit aussi Les Contes de la Sorcière Rose, va sortir dans très peu de... Non, est sorti vraiment fin d'année 2021, un livre que j'ai intitulé la légende du roux-garou. Donc pas loup-garou, mais roux-garou. Partie 1 et partie 2. J'ai aussi des histoires sur des sorcières, des gentilles sorcières, la sorcière rose. Parce que mon premier roman, c'est Les Contes de la Sorcière Rose. Puis voilà, l'ordre des sorcières continue. Maintenant, je suis à la sorcière bleue. Donc voilà, j'évolue à ce niveau-là. Et tout peut se trouver sur la liste qu'on mettra sans doute en description. Voilà, je vous invite à faire un petit tour sur ma page, tant Facebook que sur les pages, les liens qui seront mis sur Auteur en Live, pour voir un petit peu tout mon travail. Et du coup, est-ce que tu as un conseil à donner aux personnes qui souhaitent se lancer ? Ne pas hésiter. Moi, j'ai un conseil à donner donc à ceux qui veulent se lancer, c'est ne pas hésiter, je viens de le dire. Mais je voudrais parler un petit peu de quelque chose de particulier. Ça me tient extrêmement à cœur de parler de ça. Je voudrais m'adresser aux gens qui veulent se lancer dans l'écriture et qui souffrent de certaines pathologies comme la dyslexie. Faites-le, lancez-vous quand même. Je suis dyslexique. Ça a été un combat durant toutes mes années d'études. J'en parle là maintenant, ça se voit peut-être pas, mais j'en ai encore les larmes aux yeux parce que dans les années 90, ou enfin 90 pour les Français, on ne connaissait pas ces pathologies, si on peut appeler ça des pathologies comme la dyslexie, la dyscalculie, comme on les connaît aujourd'hui dans les années 2020. On était directement considérés des fois comme un peu attardés, handicapés, les profs nous laissaient tomber. Voilà, ça a été des problèmes à ce niveau-là. Donc, de manière globale, je dirais à tout le monde, lancez-vous parce que vous aurez toujours des gens qui vont vous lire. Mais pour ceux qui ont peur parce qu'ils ont une mauvaise orthographe, pour ceux qui ont peur parce qu'ils ont des difficultés comme moi d'ordre dyslexique, lancez-vous quand même. Vous aurez des fautes, j'ai des fautes, faites-vous relire plus de fois que les autres, mais de toute façon, même si vous vous faites relire par des relecteurs, si vous passez par une maison d'édition où il y aura des relecteurs, ne vous inquiétez pas, il y aura toujours quelqu'un pour vous dire qu'il y aura des fautes.
de français, de mots. On peut revoir des anciennes éditions de grands auteurs qui sont rééditées par des grandes éditions et on va trouver toujours des fautes. Il y aura toujours des fautes. Je pense que les lecteurs ne sont pas bêtes. Si les lecteurs s'intéressent à votre livre, ils s'intéressent à votre histoire. Mettez le paquet sur l'histoire, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas abandonner l'orthographe, hein, mais mettez le paquet sur l'histoire, expliquez. Le lecteur, les gens comprendront qu'il y a des erreurs parce que vous vous lancez, parce que c'est pas votre rôle de corriger, parce que vous avez des pathologies. Je n'aime pas encore le mot pathologie hein, pour la dyslexie. Je suis dyslexique moi-même, mais voilà, c'est le seul mot que j'ai trouvé jusqu'à présent. Voilà. Dans tous les cas, n'hésitez pas à vous lancer. Vous faites des erreurs, mais être auteur, c'est avant tout avoir des histoires à raconter, et des gens seront là pour les écouter et pour les lire. Voilà. C'est ça. Même si vous faites des fautes et tout ça, ce n'est absolument pas grave. Un auteur, avant tout, il doit juste, comme l'a dit Nicolas, raconter des histoires. C'est vraiment le rôle du correcteur de corriger ses fautes. Et si l'auteur fait des fautes, c'est absolument pas grave. Non, je vais pas tout remettre sur la faute du correcteur, parce que moi je prends mes correcteurs, j'ai plusieurs correcteurs en fonction des univers, parce que je n'aime pas donner un correcteur qui aime bien le fantasy, de la science-fiction s'il n'aime pas. J'essaye d'avoir des correcteurs qui sont dans l'orientation qu'ils aiment bien lire, pour avoir et le plaisir de corriger et de lire. Mais voilà, c'est vrai que, prenons mon cas, en tant que dyslexique, c'est une ribambelle de fautes, d'orthographe, de tchic, de tchac. Pourtant, on y arrive quand même. Pourtant, j'ai fait des études. Alors nous, en Belgique, on dit bac, mais je sais que vous, le bac, c'est le baccalauréat après la terminale. Nous, le bac, bac à lauréat aussi. Enfin, c'est un terme qu'on utilise pour des études supérieures, qu'on pourrait comparer à vous en France à bac plus 3. Donc moi, j'ai plus qu'un bac plus 3 parce que j'ai refait des formations derrière, mais je veux dire, voilà, j'ai un bac plus 3. Donc ça veut dire que des gens qui font des fautes et qui ont des difficultés et de lecture et d'écriture, comme moi, peuvent y arriver, et j'ai même réussi de fait, puisque je travaille pour le service public fédéral en Belgique, donc ce sont des examens fédéraux, donc j'ai réussi ces examens-là. Donc il y a tout un tas d'aides, tout un tas de supports qui sont mis. Alors en Belgique, on donne des temps supplémentaires pour ces examens-là. Je suppose qu'en France, ça doit être aussi la même chose. Donc voilà. Voilà, et donc maintenant, aujourd'hui, en 2022, et même depuis quelques années, hein, depuis 2010 à peu près, on a des meilleures connaissances sur ce qu'est la dyslexie, la dyscalculie. On sait qu'il ne faut plus envoyer dans des écoles spécialisées, comme on dit. On est normaux, j'aime pas ce mot-là, mais voilà, donc on peut y arriver. Et aujourd'hui, il n'y a plus de distinction et il y a surtout plus de honte à dire on a de la dyslexie. Non, on a les mêmes capacités que les autres et regardez, on a aussi des histoires à raconter. Et les histoires que j'ai racontées se sont écrites. J'ai passé des examens pour notamment le scénario. J'ai eu les certifications. Voilà, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Il n'y a plus de honte. Les aides sont là. N'ayez pas honte de vous en servir et n'ayez pas honte de dire que vous l'êtes. Au contraire, soyez-en fiers parce que vous êtes la preuve que vous arrivez au même titre que les autres à faire la même chose que les autres. Il y a une faute dans votre livre, bah apparemment il y en a 3 dans la mienne. Super. Dans le mien, pardon, ben voilà. On me les a repérés, je les ai recorrigés. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est con à dire, mais c'est comme ça. Et du coup, c'est maintenant que nous allons passer aux questions surprises. Aïe, aïe, aïe. Alors, première question, quel était ton meilleur déguisement d'Halloween? Mon meilleur déguisement d'Halloween, c'est difficile à dire. Je dirais une momie égyptienne, mais vraiment à l'arrache. C'est le meilleur ou le pire parce qu'en fait, j'avais pas de budget et donc j'ai simplement pris des rouleaux de PQ et je me suis entouré avec. Ça a été
Voilà, ça a bien fonctionné, soit dit en passant, mais voilà. Mais je ne fête pas beaucoup Halloween. Hein. C'est une fête qui est en Belgique, qui existe en Belgique comme partout, mais qui a une tendance quand même à être de moins en moins présente. Je pense qu'en France aussi, des chiffres sont assez similaires, mais c'est vrai, voilà, j'aime encore bien faire ces fêtes-là et voilà, rouleau de PQ, on y va et c'est bon, quoi, on sent tout. Par contre, voilà, il fallait quand même quelques rouleaux pour moi, surtout au niveau du bide, c'était quand même pas mal. Une deuxième question, quelle est la musique que tu écoutes fort dans tes écouteurs mais que tu n'oserais jamais écouter en public? Ah, ouais, j'écoute beaucoup Indochine. Je suis un grand fan d'Indochine. Maintenant, est-ce que c'est quelque chose qu'on ne met pas en public? Non, je pense qu'Indochine a eu des vagues populaires et impopulaires. Donc aujourd'hui, maintenant, ils sont au top du top. Mais c'est vrai que avant, j'ai demandé à la Lune et leur retour en 2001. Bon, j'avais 11 ans à l'époque, donc j'écoutais sans écouter, mais j'aimais bien même les albums dans le creux de la vague. J'aimais bien les écouter. Est-ce que c'est pour autant des choses que je ne dirais pas? Non, je le dis maintenant. Qu'est-ce que j'écoute que je ne dirais pas? D'habitude, j'ai pas honte de ce que je fais, de ce que j'écoute. Les gens qui me connaissent savent très bien que là où tout le monde part à droite, moi je pars à gauche. Donc ça n'étonne personne si j'écoute des choses très étonnantes. Mais c'est vrai que maintenant que j'y repense, même si ça date de 2010 de mémoire, j'aime encore bien écouter Crazy Frog, la musique de Le flic de Beverly Hills. Alors je sais pas si aujourd'hui je le ferai écouter à tout le monde, mais quand je m'ennuie, allez, pour réveiller. Quand j'écris, parce que des fois j'écris la nuit, les 2 heures du mat, pour réveiller un petit Crazy Frog. Ça fait longtemps que je l'ai pas écouté bon, celle-là. Voilà. Mais oui, moi ça fait 3-4 jours que je l'ai écouté encore. Le mensonge le plus bizarre que tu aies raconté lorsque tu étais enfant. Oula, le mensonge le plus bizarre. Oh, me connaissant, ça devait déjà être dans l'imagination, donc ça va être une histoire de fantôme, une histoire de quelqu'un qui m'a piqué un truc qui n'existait pas. Un mensonge que j'ai fait une fois, c'était que quelqu'un avait cassé quelque chose, mais c'était un gars, c'était à l'école, j'avais cassé quelque chose. C'était un travail qu'on devait amener, et j'admirais le travail d'un copain, et hop, par hasard, il tombait cassé, mais il y avait personne, il n'y avait que moi. Et alors, du coup, c'est vrai que j'ai dit que c'était quelqu'un d'autre que je ne connaissais pas qui était venu, mais c'était moi. Bon, des années après, je peux le dire, c'est moi qui ai cassé. C'était quoi en fait? Je sais même plus. Je crois que c'était une présentation avec des pailles. Voilà, on devait tester des trucs, on devait faire c'était en technologie, on devait faire des petites tours en paille. J'avais déjà 13 ans, est-ce que c'est encore considéré comme enfant? C'était jeune ado, quoi. Et on avait des tours en paille. J'avais voulu essayer, j'ai cassé la tour en paille de quelqu'un qui l'avait super bien fait. Soit dit en passant, valait mieux que ce soit moi qui la casse, parce que si on avait fait le même test durant le cours, il aurait eu 0. En un sens. Mais bon, voilà, j'ai quand même dit que c'était quelqu'un d'autre. Si tu avais une licorne apprivoisée, comment l'appellerais-tu? Pénélope. D'accord. Parce que j'ai 2 prénoms féminins que j'adore. Il y en a un qui est avant l'autre, c'est Charlotte. Voilà. Et donc si j'avais une fille, je fais un coucou à ma compagne. Si j'ai une fille, je l'appellerai Charlotte, mais je pense qu'on est sur la même longueur d'onde à ce niveau-là. Je crois, je sais pas, faudrait que je lui demande. Et le deuxième, c'est Pénélope. Donc du coup, même si c'est extraordinaire d'avoir une licorne, c'est mieux j'aimerais mieux avoir une petite fille. Donc ce sera toujours Pénélope en 2. D'accord. Et du coup, dernière question. Quel personnage de fiction aimerais-tu incarner? Incarné. Ça peut être dans un de ses propres romans ou de manière de la culture de fiction en général. Bah, de fiction générale. Si je dois me limiter à mes propres romans, c'est vrai que j'aimerais beaucoup être le personnage de Thomas dans Skyger, Les premiers pas d'une héroïne, qui est le père adoptif. D'ailleurs, ceux qui ont lu le livre et qui me connaissent, puisque moi, on vend déjà en premier lieu à ceux qui nous connaissent,
disent mais en fait tu aurais dû l'appeler Nicolas parce qu'il y a des réflexions qui sont les tiennes. Évidemment, j'ai même pas essayé de m'auto-imiter ou de me mettre là-dedans, mais bon voilà. Moi, je me serais plus vu dans un autre personnage. Maintenant, si je devais être un personnage, je dirais Batman, mais pas pour le côté milliardaire. Enfin, si, je serais bien content d'avoir des milliards, mais je veux dire, c'est pas pour ce côté-là, parce que des super-héros, je pense que c'est lui qui, d'une manière générale, c'est vrai que quand on prend la mythologie Batman, voilà, il fait ça un peu intérieurement pour venger la perte de ses parents. Mais en même temps, voilà, il fait beaucoup de choses. Enfin, le mythe de Batman fait beaucoup de choses pour la ville de Gotham City sans spécialement attendre. Enfin, je voudrais incarner un héros qui n'attendrait rien en retour, mais qui aurait aussi les moyens d'être un héros. Parce que, la limite, je peux caricaturer ici, mais tout le monde peut être Batman. Mais le problème, c'est qu'il faut pouvoir suivre aussi. Il faut avoir un véhicule, il faut avoir des technologies. Bah, faut avoir l'argent, Voilà. tout simplement. Il faut avoir l'argent pour les créer. Donc voilà. Mais lui, c'est un personnage qui. Alors, tous les héros sont plus ou moins altruistes. Hein, c'est pas ça. Superman est altruiste aussi. Mais ils ont tous des facilités. Superman, bah, le soleil lui donne des super pouvoirs. Dans Wonder Woman, je ne sais pas exactement ce qui lui donne ses super pouvoirs, mais elle a des super pouvoirs. Wonder Woman, c'est la fille de. C'est la fille d'un dieu, hein, je pense. Oui, c'est la fille d'un dieu. C'est une Amazone et tout qui vit parmi le peuple des Amazones et qui a récupéré. Mais je veux dire, voilà, à part Batman, ou éventuellement Arrow aussi. Arrow, qui est aussi, il n'a pas de super pouvoir, qui est un archer. Bah, le problème aussi, c'est que malgré qu'il n'ait pas de super pouvoir, Monsieur Quinn est aussi milliardaire comme Monsieur Wayne. Oui. Donc ils ont aussi des sociétés. Alors, on pourrait aussi comparer, si on veut aller dans la grande écurie Marvel, on pourrait comparer ça à Arrow, non pas Arrow, Barton, Monsieur Barton de celui de l'archer, le Ronin, si vous voulez, dans les Avengers. Je suis pas très Avengers. Le Ronin dans les Avengers, c'est vrai que lui aussi, je vais être honnête, j'ai pas vu les films Marvel. Ah bah je suis plus DC moi aussi, donc. Bah, c'est la série Ewok là pour le moment, Arrow ou Ewok, je sais plus. Enfin, il y a Arrow et Ewok. Enfin, c'est un Marvel du Cinematic Universe. C'est Clint Barton là, qui est le meilleur ami ah punaise, de la Veuve Noire, Scarlett Johansson. Enfin bref, Jeremy Renner, l'acteur c'est Jeremy Renner, pas Jérémy Régnier, hein, Jeremy Renner. Et c'est voilà, lui aussi c'est un archer, il n'y a pas de super pouvoir, pourtant il a réussi à atteindre le grade d'un Avengers. Mais bon, lui il n'est pas milliardaire, mais il a quand même voilà les technologies de l'État qui sont données par Nick Fury ou alors par Iron Man qui apparemment est mort dans les Marvel aussi. Enfin voilà, donc voilà, ce serait des personnes. Je serais plus dans des personnages qui vont faire ça sans super pouvoir. Mais il y a Kick-Ass peut-être, mais bon, Kick-Ass, c'est encore un autre sujet, quoi. Alors du coup, je propose que nous clôturions la VOD ici. Et donc, le prochain roman à gagner, le roman de ce mois-ci, c'est Talam de Audrey Marapache, que si vous regardez dans les interviews, vous devriez pouvoir retrouver sans problème l'interview, parce que elle a fait une interview parmi nous. Je vais peut-être voir pour mettre la fiche là-haut. Vous pourrez découvrir du coup son roman, et du coup, pour le gagner, c'est tout simple. En description, vous avez un formulaire à remplir, et vous le remplissez, vous dites que vous voulez gagner le roman Talam, et du coup, vous le recevez. À la fin du mois, je fais un tirage au sort suivant le nombre de participants qu'il y a. Et du coup, vous pourrez gagner ce roman. Donc, si jamais... Bonne chance à tous. Bonne chance. Si jamais le roman de Nicolas vous a plu, pareil, en description, vous pouvez trouver le lien pour l'acheter. Et vous pouvez trouver aussi le lien vers ses réseaux sociaux si tu me les as donnés. Normalement, je pense que oui. Oui, sinon...
Sinon, les réseaux sociaux pour le livre, c'est simplement le titre du livre, Sky Girl, les premiers pas d'une héroïne. Et puis, si vous voulez découvrir mon monde fantastique, vous tapez Les Contes de la sorcière rose et vous aurez ainsi mes 2 pages Facebook. Voilà. Un like, ça fait toujours plaisir. Donc n'hésitez pas, si jamais cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner, ça nous soutient énormément, vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Vous pouvez mettre des commentaires aussi en description, tout simplement, par exemple, si vous avez des questions, quoi que ce soit, vous pouvez les poser à Nicolas en commentaire, il viendra y répondre. Vous pouvez nous poser des questions à nous aussi, dire ce que vous pensez de ce roman, dire, parler tout simplement, dire ce que vous pensez de tout ça, et voilà. Donc à bientôt, et on se retrouve pour une prochaine interview. Au revoir et merci beaucoup de cette opportunité d'interview. Merci.